Le digital, c'est une opportunité exceptionnelle pour mettre de la dynamique, pour faire bouger les lignes, pour prendre les gens par surprise, pour mettre de l'enthousiasme, etc. Et que c'est vrai que ça fait des transformations cérébrales et ça fait quelque chose de productif pour l'intelligence. Vous savez qu'il y a 15 ans, on était persuadé qu'il y avait des cellules qui disparaissaient dans notre cerveau à partir de notre naissance jusqu'à notre mort et qu'on n'était pas capable de fabriquer de nouveaux neurones. Or, depuis 15 ans, on sait que la neurogénèse existe et pour fabriquer de nouveaux neurones, c'est Père-Marie Ledo qui en parle bien et qui est un de nos chercheurs à l'Institut Pasteur. Et pour fabriquer de nouveaux neurones, il faut 5 conditions. On peut en trouver chez des gens qui ont 80 ans et on peut ne pas en trouver chez des gens qui ont 20 ans. Et puis, l'interaction sociale, c'est une garantie de la stimulation du cerveau. La complexité relationnelle est bienvenue dans la santé neuronale. Et c'est pour ça, je vais faire un petit lien avec les outils qui utilisent que l'écrit. Ce sont des appauvrissements de l'interaction sociale. La vidéo est mieux. Et puis, l'interaction entre personnes physiques, quand on peut le faire, il n'y a pas mieux. Et que tous les travaux de transformation et d'échange dans la complexité des profils des uns et des autres, il n'y a pas mieux, parce que vous allez mobiliser toutes vos ressources cognitives et émotionnelles dans l'interaction, ou en tout cas suffisamment de ressources cognitives, beaucoup plus qu'avec de l'écrit, qui est forcément, de ce point de vue-là, un appauvrissement. Parce que l'écrit, ça s'interprète avec ce qu'on a dans son cerveau, ça s'interprète avec le passé, alors que l'interaction, c'est dans le présent. Donc c'est important de faire attention, quand vous mettez en place des outils numériques dans des groupes, de faire attention donc à la posture physique, parce que la posture égocentrée amène à un type de chimie cérébrale particulier, à une posture dans le lien qui va permettre aussi d'utiliser, vous voyez, le reste. Ce qu'il y a là aussi, il y a des neurones partout. Hein. Il y en a aussi dans votre ventre, dans votre cœur. Donc toute votre mémoire, ce sont des neurones qui s'activent automatiquement et des réseaux de neurones qui vont se mettre en lien d'une façon privilégiée parce que vous aurez appris par des répétitions, par des émotions, etc., un certain nombre de choses. Une modification, une transformation, un apprentissage collectif, c'est une transformation des cerveaux. Tous, dans notre cerveau, beaucoup d'activation automatique de forme et d'accès à des choses moins automatiques, mais à partir de nos connaissances. Hein. On ne peut pas inventer le futur autrement qu'avec sa mémoire du passé. C'est pour ça que faire de la veille, faire de la curation, enfin, amener les gens à faire des explorations. Tout à l'heure, vous avez parlé d'exploration. Amener les gens dans l'exploration, ça va leur permettre de mémoriser, de vivre une émotion forte et de mémoriser une situation qu'ils n'auraient pas imaginée si vous ne les avez pas emmenés là où vous les avez emmenés. Donc, en plus, vous bénéficiez d'un effet mnésique très fort parce que vous leur donnez l'occasion de la surprise. Quand je vais voir quelque chose qui est surprenant, j'ai plus de chances de mémoriser que si ce n'est pas surprenant, bien sûr. Donc, c'est toujours l'émotion qui va avec. Elle peut être productive, elle peut être négative, comme de la colère, mais elle est aussi très, très facilement mémorisée. Oui, les routines, hein, vous avez fortement automatique, un lien rapide entre perception et réaction, à l'arrière du cerveau, rapide, performant. Et puis d'autres circuits qui vous servent à aborder la nouveauté et qui utilisent le mode raisonné. Ça mobilise le cortex préfrontal en particulier, et c'est lent et ça demande des efforts. Tout le monde a expérimenté ça, au moins quand il a appris à conduire une voiture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous avez appris à conduire au début, c'était lent et laborieux. Il fallait coordonner votre corps et tout ça. Et puis au bout d'un certain temps, vous vous rendez même plus que vous êtes plus du tout conscient que vous êtes en train de conduire. Vous arrivez à un endroit, vous dites vous avez besoin d'aller chercher votre cortex préfrontal dans un effort lent et laborieux, mais en plus, vous devez inhiber la routine cognitive. Vous avez 3 positions. Un neurone, ça peut faire 3 choses. Rien, neutre. Ça code, c'est-à-dire c'est actif, ou c'est empêché d'être actif. C'est-à-dire, c'est ce que Stanislas Dehaene appelle tais-toi. C'est-à-dire que si vous voulez inhiber un apprentissage passé,
il va vous falloir faire l'effort de l'inhiber. Et il va se passer quelque chose d'assez embêtant et en même temps, qui est en même temps une information intéressante, c'est qu'il va y avoir concurrence dans votre cerveau. Et il y aura bataille concurrentielle entre un circuit rapide et un circuit lent. On a longtemps, on appelle ça, c'est le nerf de la résistance au changement. Je rigole parce que Olivier Houdet, qui travaille beaucoup là-dessus à Paris Descartes, la Sorbonne, il a sorti un bouquin pour les instituteurs qui s'appelle « Apprendre à résister à son cerveau ». Parce que l'objectif, c'est d'apprendre à inhiber, c'est apprendre à douter, apprendre à remettre en cause, apprendre à s'empêcher de faire toujours plus de la même chose. Et ça, c'est un apprentissage. Voilà. Et donc cet apprentissage-là, il n'a pas été assez enseigné dans le passé. C'est un des apprentissages clés des gens qui vont affronter des environnements mouvants, etc. Et c'est un apprentissage clé pour l'innovation. En sachant qu'on va inventer du futur avec du passé, et que la question, c'est d'arriver à inhiber des choses dans le passé qui ont été apprises et expérimentées, et d'apprendre à les remettre en cause. Et c'est pour ça que le digital est une super occasion d'apprentissage, à condition de ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, j'ai beaucoup aimé votre intervention de tout à l'heure, parce que vous avez montré en fait que ce qui comptait, c'était la dynamique et le fait d'aller vers des espaces non connus, d'être dans l'exploration et la surprise de la découverte, et le plaisir de la découverte et le plaisir de l'invention, en sortant les gens du cadre, c'est-à-dire en ne mettant pas trop en concurrence le passé et le futur. Et ça, c'est vachement important parce que c'est vraiment une facilitation. Et à ce moment-là, le numérique est une facilitation. Par contre, on a vu que l'utilisation d'un outil un peu imposé est mis d'une façon trop pas assez interactive, en fait, ça crée des émotions et des résistances. Donc la façon dont vous allez mettre en place le numérique dans vos organisations sera une occasion formidable de transformation, ou des endroits où vous allez créer des résistances, enfin en tout cas des freins. Hein. Et c'est pour ça que les outils numériques peuvent être formidables à condition de les utiliser au bon endroit, au bon moment. Alors, pour désapprendre et apprendre, il y a 5 dimensions en interaction. Je voudrais qu'on passe un peu de temps là-dessus, puis si vous voulez me poser des questions sur ce schéma. Voilà. Alors, ce schéma-là, il vient des travaux de Jean-Pierre Changeux, Stanislas Dehaene, qui sont 2 chercheurs français que beaucoup connaissent. Et aujourd'hui, c'est Stanislas Dehaene et Lionel Nakache qui continuent à travailler sur ce modèle. C'est un modèle, Stanislas Dehaene vient de sortir un bouquin qui est sorti aux États-Unis il y a quelques années, qui s'appelle Le Code de la conscience, qui cherche à comprendre ce qui se passe quand on est conscient. Mais ce modèle-là, voilà, au début, il s'appelait l'espace de travail conscient sous effort. En fait, c'est une mémoire de travail. Et aujourd'hui, Stanislas s'appelle l'espace de travail global. Ça dit quoi? Ça dit que quand je me concentre en mode raisonné pour réfléchir et prendre une décision, je vais mobiliser des sous-systèmes qui viennent de différents éléments, c'est-à-dire mes perceptions, mes mémoires. Je dis mes mémoires parce qu'on n'a pas qu'un seul type de mémoire, hein, mais bon, ça c'est la façon dont on donne de la valeur avec nos émotions, notre système de récompense, notre système de stress, etc. Nos systèmes attentionnels, qui sont des organisateurs de cécité, il faut le savoir, hein, et puis nos systèmes moteurs, qui sont toujours orientés vers un but. Et donc, les interactions entre ces différents éléments vont produire c'est quelque chose que nous faisons sans arrêt. Mais la transformation, c'est la mobilisation de toutes ces dimensions, ça permet le désapprentisage et l'apprentissage. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Je commence, c'est pas forcément, ça peut être fait dans le désordre. Enfin, in fine, il va falloir que je fabrique une nouvelle mémoire automatique. Mais je vais d'abord commencer par accéder à de nouvelles perceptions. Enfin, je montre sur le schéma en disant que je commence, mais des fois, ça passe par là ou ça passe par là. Hein. Mais il y a un moment où il va falloir avoir de nouvelles perceptions. Donc, accéder à de nouvelles perceptions, aller se retrouver ensemble, faire des choses ensemble alors qu'on n'en fait pas, donc ça crée un nouvel espace, mais c'est aussi découvrir les nouvelles fonctionnalités d'un outil.
d'un nouvel outil pour avoir de nouvelles perceptions. Une fois, voilà, ça c'est une chose. Ensuite, il va falloir qu'on change de valorisation, c'est-à-dire qu'on accepte de vivre des perturbations émotionnelles, positives ou négatives, les deux sont productives, hein, ça dépend quand et où et quoi. Il va falloir détecter les gains potentiels, donc en live, dans des expériences, si on va directement dans l'expérimentation, et puis accepter des pertes. Tout à l'heure, on a vu que le gain, c'était peut-être la traçabilité, la perte, c'était du lien. Après, c'est quelle valeur je donne à la perte et quelle valeur je donne au gain. Alors, quand je suis en différé avec des gens dans le monde entier, je gagne quelque chose parce que la traçabilité et l'échange par une voie de ce type-là, c'est formidable. Alors que quand je suis avec vous là, je n'ai pas envie de ça. C'est plus pratique, plus facile pour les jeunes parce que justement, eux, ils n'ont rien à inhiber. Hein, et c'est plus difficile pour les gens expérimentés ou très installés parce que eux, ils ont plus de choses à inhiber. Le feedback et la consolidation. Le cerveau, il apprend dans l'essai-erreur. La mémoire procédurale, c'est-à-dire la mémoire automatique des interactions, elle s'apprend dans l'essai-erreur et pas autrement. Elle ne s'apprend pas dans les livres. Et donc, il y a des choses qui s'apprennent dans les livres, ce sont les connaissances. Les compétences, elles s'apprennent dans l'essai-erreur. Et ça, c'est tout à fait prouvé par les neurosciences. Et le processus de feedback et de consolidation est essentiel à l'apprentissage. Sans boucle sans boucle de rétroaction et de feedback, l'apprentissage va être beaucoup plus faible. Et puis, in fine, quand vous aurez travaillé tous ces champs-là, en fait, vous allez modifier votre anatomie cérébrale. Et ça va se faire dans le temps. Et si vous regardez les changements que vous avez déjà vécus, vous pouvez vous-même vérifier comment vous avez ouvert vos perceptions, comment vous avez changé la valeur que vous donniez à telle ou telle chose, comment vous avez vécu des émotions, comment vous avez changé vos critères de valorisation en disant « oui, avant j'étais attentif à ça, maintenant je vais être attentif à ceci ». Et des choses comme ça. Et toutes ces choses-là, en fait, sont en train d'arriver et vont être extrêmement stimulantes pour l'innovation cognitive et la prise de conscience. Parce qu'aujourd'hui, on fait de l'humain avec un humain qui est une boîte noire. D'accord ? Et les neurosciences, les sciences cognitives, ça vous permet de faire de l'humain avec de la compréhension de ce qui se passe. Et c'est quoi les émotions? Pourquoi le désir, ça fait aller de l'avant? Pourquoi la peur, ça fait reculer? Pourquoi, voilà. Et pourquoi la colère, ça peut être profitable à condition de savoir s'en servir? Pourquoi ça peut amener à la violence? Tout ça, il y a des travaux là-dessus. Pourquoi le lien social, c'est essentiel? Parce que c'est en lien avec les besoins liés je vais dire au maternage ou au besoin d'appartenir, hein, c'est en lien avec la détresse, avec la tristesse, etc. Et pourquoi le lien social et le travail collaboratif, en fait, c'est un formidable un formidable levier de transformation, et comment les outils collaboratifs sont des formidables leviers de transformation, mais à condition de regarder quel est, d'essayer de prendre en compte quelque chose d'harmonieux par rapport à ce qu'on peut proposer aux gens. Parce que le facteur humain, c'est intéressant, mais de savoir ce qu'il y a derrière la boutique, ce qu'il y a dans l'arrière-boutique, plus exactement, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Et ça permet d'avoir les bons gestes et de choisir les bons usages qui vont être productifs. Et je crois que ça c'est une chance formidable qui est là avec le digital pour l'apprenance, à condition de faire de l'apprenance. Et le digital est un moyen et une opportunité et en com un bon moyen de ralliement. Et profitez-en, c'est génial.